Merci, on va passer à la session suivante des communications avec la première communication de Kogan Nicolas qui consiste au projet Vivodogma, un essai in vivo de la distraction ostéogénique à activation magnétique. Donc, chers collègues, chers maîtres, vous me faites l'honneur de me permettre de présenter ce travail et je vous en remercie. Donc, je vais vous présenter le projet Vivodogma qui correspond aux essais in vivo de la distraction ostéogénique activée magnétiquement pour la mandibule. Je suis interne de chirurgie maxillofaciale à Paris. C'est une collaboration entre l'ENSTA Paris et l'hôpital Necker qui sont représentés respectivement par mes directeurs de recherche, Jean Boisson et Natacha Kadlub. Donc un petit peu de contexte, la distraction ostéogénique c'est quelque chose qu'on connaît depuis les années 50 avec le professeur Ilizarov en Russie, qui a été popularisé pour la mandibule et le crâne par le docteur Diner dans l'équipe du professeur Vasquez à Paris. Le distracteur est un dispositif implantable composé de 2 plaques d'ostéosynthèse qui sont fixées sur l'os qu'on veut faire grandir et qui aura été préalablement ostéotomisé. Ces 2 plaques sont reliées par un corps qui abrite une vis sans fin et la rotation de cette vis sans fin permet l'écartement des plaques et donc de grandir l'os en question. Actuellement, les dispositifs possèdent une tige d'activation qui donc transmet directement la force à la vis sans fin pour la mettre en rotation. Cette tige est externalisée et est source de nombreux problèmes, on y reviendra. Le protocole de distraction est assez standardisé. La pose a lieu donc à J0. On réalise l'ostéotomie de l'os, on ostéosynthèse notre dispositif et on laisse en place. Une première activation de la distraction est réalisée, c'est-à-dire qu'on écarte les plaques de quelques millimètres. Puis on attend 4 jours pour avoir la formation d'un cal qui sera fibreux puis qui donnera l'os in fine. À J4, on commence l'activation au rythme d'1 millimètre par jour, donc on fait grandir notre os d'1 millimètre par jour jusqu'à J20, J35 selon la longueur que l'on voulait obtenir. Cette durée d'activation donc à ce rythme-là est arrêtée selon le résultat clinique que l'on veut obtenir. Les principales, ensuite, on a une période de consolidation au cours de laquelle donc l'os se solidifie. Et on enlève ou pas la tige d'activation pendant cette période. À la fin, on dépose le matériel et on laisse l'enfant. Vous voyez donc des résultats avant et après chirurgie. L'avancée est majeure. Concernant les indications, ce sont principalement des malformations congénitales et la distraction est indiquée pour des raisons plutôt fonctionnelles, que ce soit occlusales ou respiratoires, mais aussi morphologiques et esthétiques, comme vous pouvez l'imaginer. Comme je vous le disais, le principal problème de la distraction est représenté par cette tige d'activation qui est externalisée, que ce soit dans la bouche, à travers la muqueuse buccale, et à ce moment-là, elle cause des problèmes occlusaux, ou alors en transcutané, et on a un gros problème de rançon cicatricielle in fine. En plus, dans tous les cas, elle cause des infections, elle est source de douleur et d'inconfort, et surtout d'une anxiété majeure lors de l'activation quotidienne. Ce qui fait que les enfants refusent, ou en tout cas ne se soumettent pas très bien à l'activation de la distraction et compliquent le traitement. D'après la littérature, on sait qu'une activation pluriquotidienne jusqu'à un idéal d'activation continue permet une meilleure consolidation osseuse, et donc c'est l'un des points que l'on voulait améliorer avec ce travail. Comment se passer de cette tige d'activation ? Plusieurs équipes y ont réfléchi, notamment avec le brevet qui a été posé par Harris, mais qui a été rapidement abandonné. Dans tous les cas, on parlait de distraction-activation magnétique, avec un petit aimant qui était fixé sur le distracteur interne et un aimant externe appliqué en parallèle de l'aimant interne. Ce brevet-là a été abandonné parce qu'il causait un arrachement du distracteur lorsqu'on approche les aimants. L'équipe dans laquelle j'ai travaillé a, elle, posé un premier brevet en 2015
en reprenant le principe des aimants. Simplement, deux aimants, un interne et un externe, sont mis dans le même axe. Ce sont des aimants qui sont cylindriques avec une aimantation axiale. Le premier aimant, qui est interne et plus petit, est fixé sur la vis sans fin du distracteur. L'autre aimant, externe, lui, est plus gros et produit un champ magnétique plus important. Quand on aligne les deux axes des aimants et qu'on entraîne la rotation de l'aimant externe, on a une transmission de couple magnétique entre les deux aimants, ce qui permet la rotation de l'aimant interne, donc la rotation de la vis sans fin, et in fine l'activation de la distraction, qui est ce qu'on voulait. Ça a fait l'objet d'une première publication 2016 qui montrait la faisabilité du distracteur, en tout cas de l'activation magnétique des distracteurs mandibulaires. Avec le principe de ce dispositif, la minimisation des forces d'arrachement était acquise. Par ailleurs, on avait déjà dans la littérature déterminé le couple nécessaire à la distraction, on y reviendra. Et in fine, on avait montré que l'activation magnétique de la distraction était possible. Les problématiques, moi, sur lesquelles je me suis penché pendant mon année de master, concernaient le distracteur et l'activateur externe. Pour le distracteur, le principal problème, puisqu'on est au niveau de la face, c'était réduire l'encombrement, protéger l'aimant. Il y avait un premier prototype qui, avec une pièce en rotation, en fait, était bloqué par les tissus mous. On veut évidemment qu'il soit biocompatible et stérilisable, puisque c'est un dispositif qui reste en place pendant des mois. Le principal frein à tout ça, c'est notre aimant, avec quelle taille pour obtenir le couple nécessaire, comment rendre l'aimant biocompatible, et enfin la notion de stérilisabilité, puisque la plupart des hôpitaux utilisent des procédés vapeur et on expose les pièces qu'on stérilise à une température de 134 degrés pendant plusieurs cycles de 18 minutes. Il faut savoir que les aimants, que les aimants permanents ont une température de Curie qui correspond à un point à partir de laquelle ils perdent leur aimantation permanente, et donc on avait besoin de trouver un alliage qui résiste à la stérilisation et qui puisse du coup être utilisé en pratique clinique. Du point de vue des utilisateurs, que ce soit les patients et les chirurgiens, parce que les patients réalisent eux-mêmes l'activation de la distraction à domicile une fois qu'ils ont été formés par l'équipe hospitalière, en tout cas c'est le cas à Necker, on a besoin d'une activation précise et contrôlée, puisqu'on n'a plus le retour tactile de la tige d'activation. On a besoin de positionner de manière fiable et reproductible les aimants, puisqu'il faut que leur axe coïncide pour transmettre un maximum de couple magnétique. Et enfin, on a besoin de monitorer l'aimant interne, comme je vous le disais. Concernant la taille des aimants, on a mesuré la force nécessaire à la distraction. C'est ce qui est fait dans plusieurs travaux de la littérature et revalidé par notre équipe. Hop là, excusez-moi. La force nécessaire à la distraction est de 50 newtons. On a mesuré avec notre premier dispositif que la force qu'on arrivait à développer était de 105 newtons avec les dimensions d'aimant interne et externe que vous voyez là. Je vous passe la formule mathématique qui est assez simple. On a donc prouvé que l'activation magnétique de la distraction était possible. Concernant la biocompatibilité et la stérilisation de nos aimants, d'abord, il faut savoir qu'un champ magnétique permanent implanté dans le corps est inoffensif. Il n'y a pas de force de Lorentz qui s'applique, il n'y a pas d'échauffement. On peut les laisser en place et c'est déjà utilisé dans plusieurs dispositifs. Voilà la forme de notre aimant interne, qui est un léger épaulement pour le montage mécanique. On a choisi de le recouvrir de titane projeté parce que l'alliage utilisé dans nos aimants, qui sont des aimants néodyme fer-bore, qui est l'alliage le plus puissant, est cytotoxique en lui-même. En le revêtant de titane, on obtient un effet barrière total et une absence du coup de contamination de l'aimant vers le patient. Enfin, on voulait vérifier donc la résistance au procédé de stérilisation. Pour ça, j'ai conçu un petit banc de mesure que vous voyez ici en 3D et que j'ai imprimé ensuite, avec des emplacements pour insérer les aimants, les différents diamètres d'aimants qu'on voulait tester, et un emplacement pour la sonde du gaussmètre. Le gaussmètre étant l'appareil qui nous sert à mesurer le champ magnétique et qui est extrêmement sensible au positionnement de sa sonde par rapport à l'aimant, puisqu'on a une variation qui dépend du cube de la distance. On a donc mesuré le champ magnétique de nos aimants de 6 mm et de 4 mm avec plusieurs échantillons pour bien valider que chacun résistait, avant le premier cycle de stérilisation et après 5 cycles, montrant que les résultats montrent que le champ magnétique est constant dans les deux groupes. Donc on a fait la preuve de la stérilisabilité et de la biocompatibilité de nos deux aimants. En termes de conception, les matériaux que nous avons choisis, donc c'est le titane,
pour l'ensemble du corps, un aimant en néodyme fer-bore recouvert de titane projeté et une colle biocompatible pour assembler l'aimant à la chape de l'aimant que vous voyez ici et qui est reliée à la tige sans fin. Pour protéger notre aimant en rotation lors de l'activation, on a inséré un carter que vous voyez là qui est vissé directement sur le corps du distracteur et lors de la rotation de l'aimant, le carter lui est fixe. Et vous voyez que la rotation de l'aimant entraîne l'avancée de la plaque et donc l'activation de la distraction. Autre point très important, le positionnement de notre activateur externe. Vous voyez ici notre prototype monté sur une mandibule en plastique. On a réalisé une pièce d'adaptation qui est dans une plaque thermoformable avec un insert dont on connaît l'angle. Et enfin, notre activateur avec une première et puis une seconde version beaucoup plus aboutie. La pièce d'adaptation et l'activateur ont fait l'objet d'un deuxième dépôt cet été. Grâce à cette pièce, on permet un repositionnement anatomique de notre activateur en face de l'élément interne et donc une activation facilitée. Enfin, dernier point, pour l'activateur, on a ajouté ici une paire de capteurs qui mesurent le champ magnétique de l'élément interne et qui nous permettent de mesurer en temps réel la position de l'aimant. Tout cela a donné lieu à des expériences anatomiques chez 4 sujets anatomiques qui étaient donc soit frais, soit congelés, âgés de 49 à 94 ans. On a réalisé des distractions en branche horizontale et en branche verticale et avec à chaque fois une distraction complète, c'est-à-dire une distance de distraction de 20 mm. Je vous montre le dispositif avec sa mise en place. Ici, la feuille avec l'insert thermoformable, l'alignement de l'aimant externe avec l'aimant interne et le résultat pré et post-activation de la distraction. La prochaine étape pour nous sera l'essai clinique qu'on espère pouvoir débuter en juin 2020. Je vous remercie de votre attention. Merci, je te remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Oui. Merci, félicitations pour ce travail. Tu prévois différentes tailles, différents dispositifs en fonction du poids et de l'âge aussi. Pour les enfants, pour le distracteur en lui-même, on a choisi de minimiser en fait au maximum la taille du distracteur, sachant qu'avec la nouvelle norme de mise en œuvre des dispositifs médicaux, on est obligé de faire un premier dossier, puis des sous-dossiers pour les éventuelles itérations. On a prévu de tester et de faire l'essai clinique avec une course de 20 mm, parce qu'on réalise une distraction à partir de 8-10 mm de gain nécessaire, jusqu'à beaucoup plus, mais en général on traite avec 20 mm la grande majorité des patients. Pour ce qui est de la taille, on a choisi de le réaliser avec l'aimant le plus petit possible pour minimiser l'encombrement et l'effet de volume sous la peau. En tout cas, on voit vraiment l'avancée pour les faciocraniosténoses où lorsque tu dois à chaque fois défaire le pansement et revisser chaque jour, c'est l'impression d'un événement de torture pour un enfant à chaque fois. Et là, c'est vraiment bravo. Merci. Oui, juste un petit mot, bravo, hein, c'est très intéressant. Voilà une application directe entre la clinique. Sans clinique, on ne peut pas comprendre comment ça fonctionne. En ce qui concerne la partie cutanée, je voulais juste, je ne sais pas si j'ai sûr d'avoir bien compris, simplement, ça sort. Alors, sur les dispositifs actuels. Actuel et à venir. Alors, actuel, ça sort soit à travers la peau, comme vous le voyez là, sur cette image-là, soit dans la muqueuse buccale, comme vous le voyez en haut. Dans la muqueuse, d'accord. Oui. Nous, in fine, avec le distracteur magnétique qu'on a réalisé, l'idée est de refermer les plaies chirurgicales et de faire une activation à travers la peau, mais sans effraction cutanée ou muqueuse. Très bien, et on pourrait imaginer la même chose avec les distracteurs médians ? Palatin, c'est le 3e brevet qu'on vient de déposer. Magnifique. Oui, bravo, moi je trouve ça très intéressant vraiment comme projet, c'est de mini-invasif, on est vraiment dans ce qu'il faut faire. Alors, moi j'ai vu passer il y a quelques années un projet quand j'étais au PHRC sur les tiges de Harrington pour les scolioses avec un dispositif un peu identique. C'est l'essai NEMOST. Voilà. Qu'est-ce que c'est devenu, oui. Disons qu'on a travaillé grâce à ils avaient un peu déblayé le chemin pour nous, notamment pour la rédaction de l'essai clinique parce que c'est quelque chose qui est assez nouveau et donc on s'est beaucoup appuyé sur leur travail et avec l'équipe de Necker pour travailler là-dessus. Très bien, ce qui a bien à dire que rien ne se perd.
Et que le travail des uns profite aux autres, ce qui est très bien. C'est vrai. Bravo. Merci beaucoup.